Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je te propose aujourd'hui sur le sol vivant. C'est encore un élément que je voulais vraiment parler. Et puis c'est une question qui me revient assez souvent, donc je trouve que ça valait le coup de refaire un petit bazar autour de ça. En attendant, je voulais juste te présenter un petit peu ce que j'ai fait cette semaine. Il n'y a pas grandes évolutions par rapport à la semaine dernière sur les semis. On est toujours au même état d'esprit avec d'un côté laitue. Bien entendu, tout ce qui est pois, céleri, j'ai comme ma petite note là, ce que je mets toujours là, je l'ai sorti pour cette fois-ci. Laitue, carottes, voilà, piment, non pas piment, je le fais la semaine prochaine. Et puis, oui, puis les radis, voilà, c'est ça que j'oubliais, que je lance en ce moment. Le radis que je lance, c'est radis de Gournay, voilà, ça tu le sais. Et qui va être installé et qui est semé là pour l'instant directement sous la serre. La journée est sous voile de forçage. Voilà, pour l'instant, tout est mis sous voile de forçage. Y compris les pois qui sont aussi mis sous voile de forçage. Je voulais juste faire un petit point léger par rapport au système. Je mets les images du système que j'utilise chez moi actuellement afin de faire lever les semis qui nécessitent une levée, où je veux que la levée soit rapide. D'accord ? Afin de gagner un petit peu en temps, je les place bien entendu sous des lampes artificielles qui sont spécifiques. Ce sont des lampes à LED, donc à très très basse consommation. Je crois que je suis à peine à 2 watts, par lampe. Et qui ont une dominante de couleur, comme tu peux voir. On voit beaucoup de rouge, mais en définitive, c'est un mélange de rouge et de bleu. Alors ça correspond à un degré Kelvin, si tu préfères, qui rentre dans cette dominance-là, sachant que, comment te dire, les besoins spécifiques au niveau du spectre lumineux pour les plantes va être assez variable selon le développement de ces derniers. D'accord ? Là, moi, ce que j'ai besoin, c'est de faire sortir des jeunes plants avec quelques feuilles, et après, ça part sous la serre directement, tu comprends ? Donc, j'ai pas besoin d'aller très loin dans le spectre lumineux. Voilà, ça reste très spécifique. On n'est pas du tout sur les mêmes stratégies au niveau de l'éclairage, sur par exemple quand on cherche à faire pousser des fleurs, ce qui n'a rien à voir. Donc attention quand tu cherches ce type de lampe, faut faire, c'est pas n'importe quoi. Tu vois, le choix doit être assez éclairé, parce que très souvent ce que tu vas trouver, ce sont des types d'éclairage pour faire pousser des fleurs. Et on n'a pas besoin de cette étendue-là, c'est ça que je veux dire. De même que la puissance aussi va être importante, puisque moi, pour arriver à faire pousser, il faut que tu sois quand même autour de 12 000 lux, c'est quand même une bonne base, d'accord ? Ça va fonctionner un petit peu en dessous. Par contre, voilà, clairement, si tu es autour de, je dirais, de 2-3 000 lux, oublie, là, tu as un filage qui se met en place, c'est même pas la peine. Ça, c'est la puissance, si tu veux, de ta lampe. C'est pour ça que, voilà, quand on met des semis à pousser directement sur des étagères, comme c'est le cas, tu vois, je fais à l'intérieur de chez soi, derrière une fenêtre, la lumière n'est pas suffisante. Et tu vois, là, je te le montre avec j'ai un appareil pour prendre le luxe qui me sert assez souvent, surtout quand je fais des accompagnements chez différentes personnes pour les montages de systèmes de maraîchage et de potager. J'utilise beaucoup les appareils là pour savoir quel est l'endroit le plus milieu du jardin. C'est un exercice intéressant à faire. Bon, c'est un appareil un peu coûteux, je sais pas si ça vaut le coup que tu l'achètes, mais c'est quand même intéressant de comprendre en différentes phases de la journée quels sont les endroits les plus lumineux, les moins lumineux, afin de bien placer son plan de culture pour pouvoir avoir le maximum, j'ai envie de te dire, de production à cet endroit-là. Tu vois, c'est dommage à quelques mètres près des fois de se planter, alors que ça pourrait être un peu plus, comment dirais-je, je trouve pas le terme, approfondi. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Pas de mémoire. Voilà un petit peu, c'est tout. Là en ce moment sous la serre, tu vois, je te montre au niveau de la luminosité, tu vois, c'est pas extraordinaire, c'est pas suffisant encore. Si je mets mes plants, alors je peux les mettre sous la serre, puisque je te montrerai, il y a des techniques que j'utilise pour faire des levées. Et en ce moment, c'est essentiellement voile de forçage avec des fois caissettes, et puis je remets un plexi dessus, histoire de faire un effet de serre. Je laisse pas très longtemps ce genre de système-là en place, parce que ça arrive rapidement, où l'humidité condense dedans, et c'est comme ça que tu fais des fontes de semis assez rapido. C'est faire très attention, et ces principes de serre-cloche là dans les bacs à semis, c'est très casse-gueule.
Faut être vigilant, c'est tout. Tu sais qu'il faut pas le faire, mais si t'es pas vigilant, bah, la fonte du SMI est quasi inévitable. Bref, voilà, mais sauf que la lumière n'est pas suffisante. Voilà, donc du coup, là, d'office, tu as un filage en ce moment, ce qui t'oblige à travailler sur le dessous des lampes. C'est très court dans la saison. Moi, personnellement, les lampes, c'est à peine 3 semaines, tu vois. C'est très court. Sur une année, c'est que dalle, hein, tu vois. C'est vraiment pas le truc qui va... C'est juste en attendant que la lumière soit suffisamment voilà, et augmentée, et après, pof, les lampes, elles n'ont pas pour vocation d'être restées à l'année. Certainement pas, d'ailleurs. Voilà un petit peu. Sur notre principe, donc bah, c'est juste toi cette semaine auquel j'en suis, bah, c'est une redite de ce que je faisais la semaine dernière, tu vois, il n'y a pas grand changement pour l'instant. Par rapport à notre sol vivant, l'idée que je voulais partager avec toi aujourd'hui, c'était plutôt enfin en tout cas l'angle que je voulais analyser avec toi aujourd'hui, est plus autour de est-ce qu'il est nécessaire de travailler sur un sol vivant ou pas? Alors, je vais te dire, ça va dépendre en fait de ta stratégie de base. Effectivement, un sol vivant, c'est une succession de couches, d'accord? Je vais te faire ça comme ça. Je sais pas si je rentre dans les principes épigés, voilà, androgés, etc. C'est des termes techniques, je sais pas si c'est utile que je les sorte. C'est par rapport aux différentes couches. Bon, bref, on s'en fout. Il y a des vidéos où je te les développe. Je vais pas revenir sur certains trucs, tu vois. Il y a une sur le sol vivant où je te le développe. Ça. Je ne vais pas revenir dessus. Si tu veux l'explication théorique du truc et scientifique, dans cette vidéo, il y est. Donc, c'est pour aller plus vite, hein, je suis navré. Pour ceux qui ont besoin de précision, voilà, déjà, tu vois, j'ai perdu du temps à te l'expliquer. Donc, on a différentes couches qui, sur la tranche, tu vois, en tenant de la surface, en allant en profondeur, dans laquelle on va retrouver différentes strates de faune, et pas que, parce qu'on a aussi des... Alors, ça n'a pas non plus aller super profond, différentes strates de champignons, de bactéries et d'animaux, donc une faune, une microfaune en l'occurrence. Et après, on va se retrouver avec toute la flore qui va... Je cherche mes mots, je suis toujours c'est infernal. Avec toute la flore qui va se développer, d'accord? Qui va être pour la partie aérienne des fleurs, les racines dans la terre, on peut y retrouver des mousses, on peut trouver des lichens, etc. Voilà. Ça c'est pour la base, d'accord? À chaque fois, à chaque strate, bien entendu, pendant une coupe de profondeur, l'inventaire, si tu en fais un, va être plus ou moins différent selon les strates, qu'il y en a qui voyagent entre les deux. Quoi qu'il en soit, pourquoi on dit vivant? Bah parce que tu as de la vie à tous les étages. En fait, c'est ça qu'il faut retenir. C'est tout ça pour en arriver là en plus. C'est ça qu'il faut retenir, tu vois. Voilà, j'ai de la vie à tous les étages, une vie très spécifique qui peut se retrouver à des étages inférieurs, mais souvent c'est pas le cas. Très souvent c'est pas le cas. Et celle que l'on retrouve à différents étages, c'est parce qu'elles voyagent entre les deux. D'accord. C'est typiquement le cas des lombriques, par exemple, qui eux ont cette habitude de voyager à la verticale. D'accord. Oui, il peut voyager aussi à l'horizontale, je sais, mais bon, majoritairement, c'est quand même verticalement qui vont évoluer afin de pouvoir mélanger les couches. On va se retrouver, si tu veux, avec des couches très distinctes qui remplissent chacune un rôle. Celle qui est vraiment en surface, la dernière couche que tu es censé avoir, et ce fameux humus que tout le monde parle, d'accord? Voilà, qui est le résultat final d'une décomposition. C'est pas du compost, hein, d'accord? Et un compost n'est pas de l'humus. Il faut bien séparer les trucs là-dessus. D'accord? L'humus est une phase finale dans le processus d'une décomposition liée à des matières organiques. Voilà. Dans ce cadre-là, on peut parler d'un sol vivant. Bien entendu, à partir du moment où on commence à perturber ces couches par différents éléments, ça peut être par une couverture, par exemple, qu'on va mettre, qui est trop opaque, ou qui n'est pas perspirante, ça veut dire qu'il ne permet pas à l'oxygène et à l'eau de passer, donc qui serait imperméable, ou que l'on va aller perturber les couches en les travaillant, ça veut dire par un effet mécanique, en remontant de la terre, ou en bouleversant les couches, ou en aérant trop profondément les choses, eh bien, on va créer peut-être des tranchées, même si elles sont très petites, hein, avec une fourche, tu t'enfonces une fourche, bien évidemment, quand tu la ressors, il y a la trace de ta fourche dans la terre, d'accord? Bon. Ça crée des perturbations. Oui, toi, à ton échelle, c'est rien, c'est une connerie, tu vois. À l'échelle d'un columball, t'as fait un gouffre, hein, clairement.
Il regarde ça, il fait oh, tu vois. Bon. Quand on se cale ou qu'on retourne de la Terre, et ben inévitablement, on va aller perturber ces couches. Donc à partir du moment où on met ça en place, il y a toute une faune qui va être bouleversée, vu qu'on est face quand même à des micro-organismes. Majoritairement, dis-toi que tu vas les tuer, c'est aussi con que ça. Par l'effet mécanique du fait de retourner la Terre, ce sont des toutes petites bestioles qui, le moindre frottement peut, faut les écraser, hein, tout bêtement, tout bêtement. Après, pour les plus gros, c'est juste que ceux qui étaient au-dessus vont se retrouver par un effet magique juste en dessous. Oui, c'est vrai, il y en a une partie qui va retrouver son chemin, mais qui va remonter au bon endroit. Ça va prendre un petit peu de temps. L'inconvénient, je dirais, il est même pas trop là. L'inconvénient, il va être surtout avec la microfaune, où tu vas te retrouver avec une baisse drastique du peuplement. Donc là, on va être sur un effondrement, si tu veux, au niveau des colonies, qui se reconstruiront, bien entendu, mais pendant ce temps-là, il n'y a rien. Et s'il y a bien, au niveau du sol vivant, une règle absolue par rapport à ça, c'est qu'à partir du moment où tu as du vide, ça se remplit. Inévitablement, la nature ayant horreur du vide, elle va trouver un moyen pour pouvoir remplir ce vide. Et souvent, c'est la chose la plus rapide qui va prendre le dessus, et c'est pas forcément ce que veut le jardinier. En fait, si tu veux, le résultat final de cette précipitation à remplir un vide ne va pas souvent aller avec ce que le jardinier voudrait qu'il arrive, d'accord? Et parce qu'il y a tout un mécanisme, si tu préfères, qui se met en place dans le sol, qui fait que chacun ayant sa place, chacun a son rôle, ou en tout cas a un rôle précis. Et dès que tu as un manquement, forcément, tu en as un qui va peut-être prendre le dessus, et puis celui qui va prendre le dessus, peut-être que c'est la limace, tu vois. Là, pour le coup, tu es un peu emmerdé, parce que tu te dis, ouais, mais là, je me retrouve envahi de limaces. C'est un exemple, hein. Je ne dis pas que c'est exactement ça qui va se passer, c'est juste pour t'imaginer le truc. Et là, pour le coup, alors qu'avant, tu n'en avais pas tant que ça, tu comprends, voilà. Juste parce qu'il y a eu un bouleversement, une action qui a été créée. C'est le fameux principe, une tempête au bout de la Terre peut perturber le vol d'un papillon qui se retrouve. Tu connais la phrase. Donc, ça, c'est ce principe-là. Ce qui veut dire que si tu souhaites avoir un sol vivant, on a une action mécanique de mise en route qui va tout simplement être un décompactage du sol, tout simplement, qui peut aller soit par un décompactage mécanique, en l'occurrence utilisation d'une grelinette, ou un recouvrement d'une matière qui va opacifier le sol et qui va faire que tout ce qui est en dessous va se décomposer. En l'occurrence, les végétaux de surface, ou souvent c'est de la pelouse, d'accord, pour t'imaginer le truc. Et puis après, toi, tu as toute une faune qui va se mettre en bringue. Et vu que tu as opacifié le sol, donc il est beaucoup plus obscurci, et vu qu'en plus il est humide, ces bestioles-là adorent l'humidité et l'obscurité. Donc du coup, ils se développent et puis ils vont à bouffer. Vu que les matières se décomposent parce qu'elles sont en train de pourrir dû au fait qu'il n'y a plus de lumière, c'est un peu le truc. Bon, tant qu'il y a à bouffer, elles auront à bouffer. Et puis, il n'y a plus à bouffer, elles se barreront ailleurs. Et puis voilà, en attendant, elles ont décompacté le sol. Ça, c'est l'aspect, tu vois, mécanique. Et puis une fois que tu as fait ça, c'est le moment où tu crées l'histoire. Le moment où, en l'occurrence, tu crées ta parcelle potagère. Si on se ramène au potager. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Rien, en fait. La seule chose que tu auras à faire, c'est apporter de la nourriture afin que ces animaux puissent continuer à exister et puissent continuer à faire leur travail. Pas que, parce qu'il y a les champignons aussi, etc. Mais c'est juste amener de la matière organique afin que tout ce monde qui s'est à un moment donné mis en bringue continue à exister et continue à évoluer, si tu veux. Voilà, c'est juste rajouter de la matière. En ce qui nous concerne, au niveau du potager, ça va être une couverture végétale et un compostage de surface. Voilà, c'est ça qui va amener cette rotation, si tu veux. Voilà. Après, est-ce qu'on peut se passer de ça? Parce que ça a été la question qu'on m'a posée, et cette vidéo est en référence à une question qui est apparue sur le groupe privé. Et j'y avais répondu, et là je trouvais que c'était intéressant que je reprenne cette question-là. Ici, tu comprends, voilà, sur YouTube. Comment te dire? Est-ce qu'on peut s'en passer? Alors oui, parce que traditionnellement, qu'est-ce qu'on va faire? Si on reprend le mode principe de terre, d'accord, on a à un moment donné, tant qu'on a notre gazon, tu vois, qui est en surface, si je te refais le machin, si je te refais la démo, je ne sais pas non plus te balancer tout le gazon, mais tu te doutes bien, ça me prend dans cette idée-là. Ok, j'ai tout mon gazon. Qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Eh bien, j'ai à un instant T une vie qui est présente, qui est X, d'accord. Bon.
elle va évoluer plus ou moins selon ce qui va se passer en surface. Donc s'il y a du gazon qui reste tout le temps, dis-toi que ça évoluera pas grand chose. Hein. Bon, sauf si à un moment donné, il y a d'autres variétés au niveau de la flore qui commencent à apparaître, avec un enrichissement, si tu veux, voilà, un enrichissement botanique, mais tant que tu as du gazon, dis-toi que voilà, il y aura peu d'évolution à ce niveau-là. Effet mécanique, traditionnellement, voilà, j'applique ce qui souvent se fait en jardinage. Je prends une fourche bêche, on peut rester dans une pratique de jardinage familial. Surface un peu plus importante, on pourrait utiliser une motobineuse, motoculteur, etc., etc. L'effet mécanique est même un peu différent, mais je vais rester sur la fourche bêche, parce que sinon on va s'étendre sur une longueur de vidéo, on peut en finir. Et bien, je vais aller retourner des couches comme ça, si tu veux, et donc du coup perturber mon système, d'accord, comme je t'ai expliqué. Ce qui a pour effet que toute la partie que ces animaux travaillent habituellement, ça veut dire prendre de la matière en surface, la décomposer, la remélanger avec les argiles afin de créer un complexe argilo-humique, tous ces machins-là sont drastiquement perturbés, d'accord. Donc, in fine, si tu veux, je dirais la matière organique présente dans ton sol sera amoindrie, inévitablement. Dans des sols comme ça travaillés, on ne retrouve pas la même quantité de matière organique. C'est pour cette raison que pour compenser cette problématique-là, on va aller rajouter, donc faire des ajouts, d'accord, au niveau d'un amendement. Donc l'amendement va avoir deux facteurs. Un premier facteur va être de pouvoir modifier les conditions de ton sol. Par exemple, dans un principe comme ça, le fait de mélanger les couches, surtout si tu as un sol argileux, tu as des argiles que tu vas remonter en grande quantité, qui ne seront plus mélangées, donc avec de l'humus, d'accord. Donc on aura de la matière pure, d'accord. Et donc on risque de retrouver une terre un peu plus lourde. Donc en mettant en place un amendement, traditionnellement ce qui est fait sur ce sol-là, c'est un cholage, tu vas, entre guillemets, je pourrais mettre beaucoup de parenthèses derrière tout ça, mais tu vas, selon ces pratiques-là, améliorer ton sol. Je n'estime pas que c'est une amélioration, mais bon, on va pas jouer sur les mots, on va dire qu'on améliore son sol. Et le deuxième fondement de l'amendement va être de rajouter la matière organique, et là en l'occurrence, ça va se faire soit avec des apports de compost, et plus traditionnellement avec du fumier, d'accord, et qui très souvent est utilisé frais. Voilà. Ça, ce sont les points, d'accord. Chose dans un système en sol vivant, tu n'as pas à faire. C'est quelque chose, c'est même contre-productif de le faire. C'est-à-dire que si tu mets en place ce système-là et tu commences à amender ton sol, c'est fini. Je veux dire, voilà. Alors sur un démarrage, sur les 2-3 premières années, surtout la première année, tu peux travailler ça. Effectivement, ça se fait. Est-ce que c'est contre-productif? Pas forcément, mais si on voudrait être certain, ça nécessiterait d'avoir une étude un peu plus approfondie du sol afin de comprendre à l'instant T où en est ton sol et ne pas rajouter quelque chose sur ce qui existe. Si je te donne une image très simple, avant de servir un plat, quand tu cuisines, tu vas pas les mettre systématiquement, je sais qu'il y en a qui le font, systématiquement du sel et du poivre, tu vois, on dit tu mets ça. Logiquement, tu goûtes avant, tu vois, histoire de voir est-ce que mon plat est suffisamment salé ou suffisamment poivré. Bon, je sais qu'il y en a qui ne le font pas, qui mettent directement du sel et un peu la grosse louche, tu vois, voilà. Alors que non, tu mettrais du sel, tu vas mettre un petit soupçon, regoûter, remettre un petit soupçon, tu vois ce que je veux dire, voilà, jusqu'à atteindre le degré de salinité que tu souhaites avoir dans ton plat. Là, en l'occurrence, pour une terre sur un système de sol vivant, c'est comme ça qu'on doit opérer. On doit regarder à l'instant T comment sont les sols, quelles sont leurs structures, de quoi elle est composée et quels sont les manques. Et après, on agit que sur les manques. Éventuellement, tu vois, éventuellement. Parce que des fois, c'est même pas obligé. Parce que ces manques-là vont se résolver assez rapidement. Donc, des fois, aller retravailler les choses peuvent encore plus freiner sur le développement. Donc, des fois, ça vaut même pas le coup de le faire. On ne touche à rien, tu comprends. Parce qu'on va aller goûter la chose avant. Et en aucun cas, on va aller rajouter quelque chose sans avoir pris cette précaution. Parce que là, il y a des chances que tu fasses du surdosage. Et quand c'est fait dans ce principe-là, la majorité du temps, on est sur un surdosage, clairement. En termes de compost, en termes de tout ça. Là, surdosage, il n'y en aura pas, si tu veux. C'est rare que tu vas surdoser parce qu'il n'y a pas d'existence, si tu veux. On part sur quelque chose d'un peu vierge. Je dirais même clairement vierge. Donc, voilà, c'est automatique, si tu veux. Voilà, ça rentre dans le mécanisme. J'ai éventuellement retourné mon sol, aéré mon sol. En tout cas, j'ai travaillé mon sol, quoi qu'il arrive.
Et donc, tu as une phase qui vient juste après. En l'occurrence, abondement, compost, machin. Tu vois un petit peu. Là, encore une fois, c'était vraiment pour t'exposer ça. On est sur deux stratégies très différentes, avec une finalité qui va être très différente aussi. Parce que, et c'est là-dessus que je voulais mettre l'accent, parce que c'est rare que c'est expliqué comme ça. Le fait d'avoir un sol vivant va t'amener inévitablement, alors, petit, tu sais, le petit quart d'heure théorique. Faut bien comprendre, quand on parle d'un sol vivant, tu n'as pas quelque chose, si tu veux, un sol qui contient certaines quantités d'animaux, on va partir là-dessus, qui est linéaire, c'est faux. C'est pas comme ça que ça marche. En fait, ton système, il va être un peu en dents de scie, avec des moments, c'est très exponentiel, avec une stagnation, puis tu as un effondrement qui va se faire, avec une petite stagnation, et ça repart, voilà. Ça fait quelque chose de comme ça. Tu as des moments donnés, tu as des populations sur certaines espèces qui vont, voilà, grandir, d'un coup d'un seul, ça s'effondre, il y en a quasiment plus, et ça revient, tu vois. Et comme ça bouge d'une espèce à une autre, pas tout le monde en même temps. Oui, parce que si tu as un effondrement complet de tout ton système, c'est que là, il y a un problème, il y a quelque chose qui s'est passé. Et voilà, c'est un entrant, c'est quelque chose qui a perturbé l'ensemble de l'écosystème, puisque là, en l'occurrence, on parle d'un écosystème. Là, il y a une problématique, si tu veux. Mais en ligne logique, tu as des micros comme ça, effondrements réguliers et perpétuels d'une espèce à une autre, selon les quantités de nourriture présentes ou pas, et surtout par rapport à nos régions, en tout cas pour la France, et Belgique, Luxembourg, etc., surtout par rapport à la saisonnalité, qui va être beaucoup plus prononcée, où on a vraiment quelque chose d'assez exponentiel au début du printemps et à l'automne, et quelque chose de très minimaliste, voire quasi plus existant, autour de l'été, du fort moment de l'été, et le plus profond de l'hiver, d'accord. Voilà, ce qui est logique, puisque là, on est fait très très chaud, et donc du coup, on est plus en profondeur sur certaines variétés, voire même, elles vont être plus localisées à certains points d'ombre, quand est-ce qu'il y en a, bon, quand il y en a, et en hiver, il y a une dormance quasi complète de l'ensemble des espèces, due au froid, ce qui semble tout à fait logique. Donc on n'est pas sur de linéaire du tout, tu vois, on est sur, mais comment te dire, c'est pas quelque chose que tu percevras, bon, sauf si tu t'amuses avec un microscope ou une loupe binoculaire, aller chercher, tu vois, où en sont tes densités au niveau d'espèces. Est-ce que c'est intéressant de le faire? Chacun est libre d'occuper son temps comme il le souhaite. Mais en tout cas, c'est ce que tu remarqueras si tu fais un inventaire précis, ce qui peut être très passionnant. C'est quelque chose que j'adore faire, moi, et que j'ai fait pendant des années, des inventaires naturalistes comme ça. C'est mon premier métier, pour te dire. Voilà, je fais des inventaires, le nez dans les carrés, voilà, où on déterminait des carrés, et puis on faisait l'inventaire complet, faune, flore, enfin voilà, comme ça se fait habituellement. Comment te dire? Ce qui fait que cette densité, si tu veux, quand tu es un petit peu comme ça en dents de scie, va faire que va être quasi impossible que certaines espèces, et là en l'occurrence en ramenant ça au potager, certains ravageurs, comme on les appelle, puissent prendre le dessus et avoir une espèce de principe exponentiel qui envahit tout. L'envahissement dans un système de sol vivant, c'est, genre, je ne vais pas dire le mot impossible, mais c'est anecdotique, tu comprends? Et quand ça arrive, c'est qu'il y a une problématique. Et c'est pas dû, si tu veux, au principe. C'est dû à un problème qui est apparu. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est rentré en contact avec le sol, qui n'aurait pas dû et qui a perturbé chimiquement les choses. Mais ça fonctionne comme ça, tu vois. Toutes les espèces sont présentes, la nourriture est présente, parce que je t'ai expliqué, tu vois, apport de compostage de surface et de matière sèche au niveau du paillage qui va donner la partie carbonée, et l'ensemble se décompose dans des phases très, très précises qui apportent une nourriture à différents étagements au niveau du niche écologique. Jusqu'à là, tu vois, le système est rodé depuis des millénaires, d'accord? T'as rien à toucher là-dedans. En toute logique, t'as rien à toucher, t'as rien à faire, à part éventuellement quand il y a un problème, mais bon, je te dis, c'est anecdotique. Là, pour le coup, tu n'auras pas ce principe-là. Il n'est pas possible, puisque on est régulièrement à devoir retravailler le sol, et les phases de travail de sol, l'entre-deux travail de sol ne permet pas, le temps n'est pas suffisant pour que la faune puisse reprendre le dessus, et plus précisément, cet équilibre entre bactéries, animaux, champignons, puisse se faire. Il n'y a pas suffisamment de temps. Pourquoi? Parce que tu vas retourner peut-être ton sol, avec des retournements plus ou moins
plus ou moins profond ou pas, voilà, pour certains une fois par an, mais majoritairement ça va être 2-3 fois, inévitablement. Puisque quand on fait les arrosages, à un moment donné il va falloir que tu scales, que tu griffes, parce que l'arrosage sur un sol vide, donc sans couverture, va faire que le sol va se lisser, et donc va commencer à se recompacter, ce qui est nécessaire de décompacter ton sol tous les 3-4 arrosages. C'est ce qui est souvent dit dans cette célèbre phrase qui dit un scalage vaut 2 arrosages. Je sais plus quand il est dans ce genre-là. C'est un truc de genre-là. Voilà, ça correspond à ça, si tu veux. Voilà, c'est logique. Mais oui, c'est vrai. C'est pas dire les conneries. C'est nécessaire. Sinon, tu fais une plaque à un moment donné, il n'y a plus rien qui coule. Donc, comme tu es constamment en train de perturber le sol, la faune qui éventuellement essaierait de reprendre le dessus se retrouve à chaque fois perturbée, bousillée, écrasée, tu comprends un petit peu l'idée. Et donc elle n'est jamais en suffisance pour pouvoir mettre en effet ce qui arrangerait bien l'histoire. Ce qui t'oblige derrière, c'est inévitable, à compenser avec certains produits. Donc certains produits phytosanitaires, surtout produits. À partir du moment où on travaille en bio, généralement, on va plutôt choisir des produits qu'on dit voilà, acceptés, tolérants dans l'agriculture biologique. Ça reste malgré tout des produits. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas les utiliser, parce que dans un principe comme celui-ci, si tu les utilises pas, c'est une catastrophe. Je veux dire, c'est pas possible, parce que le système ne peut pas fonctionner autrement. Même si, comment te dire, tu fais pas de retournement de terre, mais juste du griffage en surface. Donc, tu comprends, il y a des degrés là-dedans, il faut très nuancer l'histoire. Et donc, effectivement, là où tu serais peut-être pour certains obligé de blinder de produits, là, tu auras quelques produits à ajouter, à mettre à quelques moments de l'année. Néanmoins, tu les utilises. Tu comprends. Même si c'est très anecdotique, ou très court dans le temps, ou qu'il n'y a pas de rémanence, si tu veux. Mine de rien, tu les as utilisés. Et par le fait d'utiliser des produits qui vont réduire une espèce spécifique que tu cibles, inévitablement, tu as brisé toute une chaîne écologique. Et donc, tu as brisé tout un biotope qui fait que cet équilibre lié au sol vivant ne peut pas exister. C'est aussi simple que ça. Voilà, j'espère que j'ai éclairé un peu le bazar. Il y a beaucoup à en dire. C'est pour ça que je ferai des micros comme ça, vidéo, avec un éclairage précis. J'aborderai encore la question sur un autre éclairage, encore une fois. Là, c'était vraiment pour te mettre un peu une différenciation. Est-ce qu'on peut travailler sans sol vivant? Oui, je viens de te le montrer. Ouais. Tu peux parfaitement travailler sur un sol dit non vivant à partir du moment où tu continues à appliquer toute une tartée de petites stratégies qui permettent de compenser le fait qu'ils ne sont pas vivants. Et en parallèle, travailler sur un sol vivant va faire que il ne peut durer dans le temps qu'à partir du moment où on respecte encore une fois quelques règles aussi. Tu comprends, voilà, les deux. Et je vais vraiment finir là-dessus. L'erreur, en fait, serait de se dire, mais... Enfin, ça me plaît bien, tu vois, mais en même temps, voilà, l'autre, et si je faisais un mix des deux, tu vois, voilà, un peu de ça et un peu de ça, en fait, non, tu vois, voilà. Le fait de se dire, c'est dommage, quelque part, j'entends que ça pourrait être intéressant de dire, ouais, mais bon, vas-y, je griffe un peu en surface, ou je retourne un tout petit peu ma terre, mais pas trop, tu vois, juste un petit peu, quoi. Voilà, où je mets des cartons, tu vois, où je mets de la bâche plastique, tu vois, et voilà, tu vois, ça ira. Mais en fait, non. Malheureusement, là-dedans, c'est un peu yin et yang, tu vois, c'est tout l'un ou tout l'autre, et c'est comme dans tout, si tu veux, c'est un peu comme mayonnaise. Oui, si je rajoute un tout petit peu plus d'huile, est-ce que la mayonnaise prend toujours? Il y a des chances que oui. Mais tu es d'accord avec moi que s'il y a un degré d'huile sur lequel, tu vois, ça va être au tâton, hein, où tu risques de la faire foirer. La goutte de trop, tu comprends? Voilà, la goutte de trop qui fait que jusqu'à là ça prenait, mais là c'était la goutte de trop et pas de peau, ça prend plus. Et à quel moment arrive la goutte d'eau de trop, enfin en l'occurrence la goutte d'huile de trop? Voilà, c'est là où est le problème, tu vois, c'est que j'en sais rien. Et j'en sais rien non plus. Elle peut arriver au bout de la 10e, de la 4e, comme de la 30e, tu comprends. Là, c'est plouf plouf. Alors, est-ce que tu veux prendre le risque de faire plouf plouf? Je sais pas, hein, mais voilà, tu vois, j'amène plutôt la prudence là-dessus. Choisis un système, tiens, faut s'y tenir. Et naviguer entre les deux, c'est naviguer entre deux eaux, tu vois, c'est dans le même état d'esprit. C'est pas toujours bon,
Et c'est souvent même d'ailleurs très frustrant parce que c'est là où on rencontre beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes parce qu'on est entre deux eaux, tu vois. Faut se fixer sur quelque chose. Tu sais, 2 fois que je te dis que je vais finir là-dessus. Euh, on n'obtient jamais, et en tout, mais en tout si tu veux, et d'ailleurs on le remarque tellement quand on commence à faire un peu de sport, comme la musculation par exemple, tu vois, où on est là, on veut tester quelque chose, puis surtout en musculation, voilà. Oui, t'as vu, ça marche là sans moi. Comment je suis là, je suis. Et tu testes une technique, puis tu te rends compte que ouais, tu fais ouais, non, je vois pas trop les résultats. Certainement que la technique elle est pourrie. Attends, j'en testais une autre. Et tu vois, et tu passes ton temps comme ça à changer de technique. Et au bout de 2 ans, t'as aucun résultat en fait. Pourquoi? Parce que les résultats de quelque chose, tu ne les vois apparaître qu'à partir du moment où tu te consacres que sur ça. Et c'est à force de répéter, de répéter toujours la même chose, que, si tu veux, tu sens une progression. Bien sûr, on est d'accord, il faut quand même que la base soit réaliste, d'accord. La base, elle est foireuse, tu peux répéter un truc foireux sur des années-lumière, tu obtiendras toujours un résultat foireux à la fin, on est d'accord. Il faut que le résultat soit quand même tangible au départ, sinon c'est pas la peine. Mais avec un résultat tangible au départ, si tu le mets en place, les premiers effets n'apparaissent généralement pas au début. Tu vois, la musculation, il va falloir que tu soulèves, tu fasses une stratégie de musculation précise, qui peut être par exemple, je sais pas, des squats, tu vois, voilà, mais tu te bases là-dessus. Et tu fais vraiment les squats comme il faut, comme ils doivent se faire. Le truc académique. Et là, effectivement, à force d'en faire, bah, tu verras les résultats. Mais si tu papillonnes entre, attends, je fais, ah non, en fait, je vais faire de l'haltère, ah non, tiens, je vais plutôt faire du rameur, ah non, tu vois, bon, tu verras jamais aucun effet. Parce que tu papillonnes. Et c'est souvent les retours qu'on me fait par rapport aux pratiques de jardinage, quand on me donne des problématiques, souvent c'est la question que je pose. Je dis, mais attends, avant toute chose, raconte-moi un peu, raconte-moi comment t'en es arrivé à faire ça, et comment tu as... Et souvent c'est ce que je dis, bah ouais, mais j'ai tenté ça, puis ça marchait pas, du coup j'ai tenté ça, et puis ça marchait pas, et là, et ben c'est logique. Oui, parce que tu papillonnes, et donc ça peut pas. Il faut prendre une stratégie, je te dis, toi, il n'y a pas... Encore une fois, il faut que ça parle aux uns ou aux autres, et si la technique sol vivant te parle, travaille la stratégie réellement, met en application les fondements, je veux dire, voilà, qui sont tangibles par rapport à cette technique-là, et il faut s'y tenir. Et là, tu verras des résultats. Mais si tu passes d'un à l'autre, tu verras jamais rien. C'est pas possible. C'est la mayonnaise avec une goutte de trop. Je te laisse là-dessus. Abonne-toi. N'hésite pas à clasher la cloche. Et puis, lâche-moi un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et je donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. On va passer comme ça assez rapidement au jardin. Je te mettrai des vidéos dans le jardin. Là, pour l'instant, là, il neige, tu vois. Donc, voilà, je t'ai mis quelques vidéos, quelques images de jardin sous la neige. Mais bon, voilà, tu vois. Aller se meuler les joncs dehors. Je préfère avoir tranquillement, comme ça m'a été dit dans un commentaire, le cul assis sur une chaise. Je te dis à très très vite. Ciao, ciao.